Bonjour, dans cette vidéo, nous allons donner les éléments de base des diagrammes état-transition. Les diagrammes état-transition permettent de décrire la dynamique d'un système. On peut les utiliser à tous les niveaux d'abstraction, que ce soit au niveau global du système pour décrire les interactions entre le système et ses utilisateurs, ou au niveau d'un objet pour montrer comment ces différentes méthodes modifient son état. Les diagrammes état-transition du ML sont en fait une extension du formalisme mathématique des machines à état fini, qui est très utilisé en informatique dans différents domaines. Le principe est toujours le même, décrire le comportement d'une entité en identifiant ses différents états possibles et la manière dont elle peut passer d'un état à l'autre. Un état, c'est un moment stable où le système satisfait un ensemble de conditions et dans lequel il reste dans l'attente d'un événement extérieur. Les événements extérieurs peuvent faire changer le système d'un état à un autre. Par exemple, une lampe a deux états, éteinte et allumée, et elle passe de l'un à l'autre si quelqu'un appuie sur l'interrupteur. Contrairement au diagramme de séquence qui montre les interactions entre plusieurs entités de manière transversale dans le système, les diagrammes état-transition se focalisent sur une entité particulière et décrivent de manière synthétique tous ces états et tous ces comportements possibles en regroupant tous ces scénarios d'utilisation. Par exemple, si on doit décrire par un ensemble de diagrammes de séquence le comportement d'un distributeur automatique bancaire, il faut commencer par montrer le scénario principal dans lequel la carte est valide, le premier code saisi est valide, le montant demandé est autorisé et les billets sont délivrés à l'utilisateur. C'est le scénario nominal. Mais il faut aussi montrer le scénario dans lequel la carte n'est pas valide, celui dans lequel le code est erroné, celui dans lequel le code est mal saisi 3 fois de suite, etc. Il y a beaucoup de redondance entre ces scénarios puisqu'il y a des parties qui sont les mêmes et il faut tout réécrire pour montrer juste une petite variante. Alors on pourrait essayer de se débrouiller avec les blocs d'alternatives et les boucles, mais ça donnerait un diagramme très lourd à lire. On va voir qu'en fait, on va pouvoir regrouper tous ces scénarios dans un diagramme état-transition. La syntaxe des diagrammes état-transition est assez simple si on se limite aux états simples, dans lesquels il n'y a pas de transition interne. On parlera dans une deuxième partie de tout ce qu'on peut ajouter à un état, mais dans un premier temps, on se limite aux états simples. Il y a deux états qui se distinguent des autres, l'état initial et l'état final. L'état initial est représenté par un disque noir et l'état final par un disque noir entouré d'un cercle. Une transition entre l'état initial et un état du système permet de montrer quel est l'état dans lequel le système est initialisé. Généralement, il n'y en a qu'un. Par contre, il peut y avoir plusieurs transitions depuis des états du système vers l'état final, si l'objet peut être détruit dans plusieurs états par exemple. Ces états ne sont pas obligatoires, on met généralement l'état initial, mais assez rarement l'état final. Tous les autres états sont représentés dans des rectangles au coin arrondi et portent un nom unique au sein du diagramme. Comme je l'ai dit tout à l'heure, un état est un moment de la vie du système qui satisfait un ensemble de conditions et où le système attend un événement extérieur. Par exemple, dans le cas d'un four à micro-ondes, l'état dans lequel le four chauffe correspond à la satisfaction de deux conditions, la porte est fermée et le minuteur est réglé sur un temps strictement positif. Plusieurs événements peuvent se produire dans cet état. L'utilisateur ouvre la porte, l'utilisateur change la valeur du minuteur, ou le minuteur arrive à zéro. Pour chacun de ces événements, le four est capable de réagir, soit en changeant d'état, soit en restant dans le même état, parfois sans manifestation extérieure, et parfois avec, en sonnant par exemple. Ce sont les seuls événements auxquels le système est capable de réagir dans l'état en chauffe. Si quelque chose d'autre se produit, il ne fait rien. De manière générale, un événement est une sollicitation extérieure qui survient à un instant précis et qui ne dure pas dans le temps. Ça peut être la réception d'un signal, un appel d'opération, la satisfaction d'une condition, ou le passage du temps qui déclenche une transition comme on vient de le voir. On voit que dans les deux derniers cas, l'événement ne vient pas d'un utilisateur ou d'un autre système, mais il est quand même extérieur parce que ce n'est pas le système qui le contrôle. Le temps passe indépendamment du système et la condition est devenue vraie sans que le système ne la contrôle. À un événement, le système peut réagir par une action. Ça peut être une action interne, comme une affectation, ou une action visible de l'extérieur, comme l'envoi d'un signal, un appel d'opération, etc. Comme souvent en UML, les diagrammes ne sont pas très formels, donc il ne faut pas être trop strict sur la syntaxe, le but est surtout de communiquer au sein d'une équipe de manière claire et concise. Ces diagrammes ne sont pas destinés à un outil de vérification formelle ou de génération de code. La syntaxe générale pour les transitions est la suivante. Dans l'état 1, la transition est déclenchée par l'événement, et si la condition est vérifiée, alors le système réagit en effectuant l'action et passe dans l'état 2. En général, à part la transition partant de l'état initial, toutes les transitions sont déclenchées par un événement. La condition et l'action sont optionnelles, comme on a pu le voir dans l'exemple du micro-ondes. Si on a plusieurs transitions avec le même événement, alors on a besoin d'ajouter des conditions. Il faut qu'elles soient disjointes pour éviter que le système soit non déterministe.
et il faut qu'elle soit complète, c'est-à-dire que toujours au moins une soit vraie, pour capturer tous les cas. On va construire maintenant le diagramme état-transition du distributeur qu'on a vu tout à l'heure. On va voir qu'on peut exprimer tous les scénarios des diagrammes de séquence de manière concise. Le premier état du système est en veille, en attente qu'un utilisateur insère sa carte. Si on suit le scénario principal dans lequel tout se passe bien, un utilisateur insère une carte valide, ce qui amène le système dans un état carte validée, où il attend la saisie d'un code. L'utilisateur saisit un code valide, ce qui amène le système dans l'état code validé, et il attend que l'utilisateur choisisse un montant à retirer. L'utilisateur choisit un montant, et en réaction, le distributeur envoie une demande d'autorisation à la banque pour ce montant. On arrive dans l'état transaction. Lorsque le distributeur reçoit l'autorisation demandée, il rend sa carte à l'utilisateur, délivre les billets et revient dans son état de départ. On voit qu'ici on s'est autorisé à mettre deux actions sur la même transition, séparées par une virgule. En plus du scénario nominal, il faut prendre en compte les scénarios d'erreur, par exemple celui dans lequel la carte est invalide. Pour ça, on ajoute une transaction dans l'état inactif, qui dit que si on insère une carte invalide, on ne va pas dans l'état carte valide où on attend un code, mais on revient dans l'état inactif après avoir rendu sa carte à l'utilisateur. On voit que les deux transitions qui partent de l'état inactif sont étiquetées par l'événement extérieur insérer carte, donc pour les différencier, il faut ajouter une condition carte valide ou non valide. Ensuite, il faut prendre en compte le scénario dans lequel le code est erroné. On va faire ça en ajoutant une transition dans l'état carte validée, étiquetée par l'événement saisir code, mais qui, au lieu d'aller vers l'état code validé, va revenir dans l'état carte validée pour qu'on y reste tant qu'on n'a pas fait le bon code. Comme pour la carte, comme on a deux transitions étiquetées par le même événement, il faut une condition pour les distinguer, code valide et code erroné. En plus, comme il ne faut pas plus de 2 erreurs, il faut compter les essais, ce qu'on peut faire avec un compteur nombre essai. Si le nombre d'essais arrive à 3, le distributeur avale la carte et revient à son état initial. On voit que cette transition est étiquetée par un événement qui n'est pas une action de l'utilisateur, mais une condition qui est devenue vraie. Enfin, il faut aussi gérer le cas où l'autorisation de la banque n'est pas accordée. On ajoute une transition entre transaction et inactif pour l'autorisation refusée, ou dans ce cas, les billets ne sont pas délivrés, mais la carte est bien rendue. Voilà tous les scénarios du distributeur en un seul diagramme, bien plus lisible qu'un ensemble de scénarios sous la forme de diagrammes de séquence. Comme je l'ai dit tout au début, les diagrammes état-transition peuvent être utilisés à tous les niveaux d'abstraction. En particulier, on peut les utiliser en phase d'analyse pour décrire la dynamique du système vue par son interface utilisateur. Ça peut permettre de décrire un ensemble de scénarios d'utilisation de manière concise, tous les scénarios d'un cas d'utilisation par exemple, comme on vient de le faire avec le distributeur. On peut aussi utiliser les diagrammes état-transition en phase de conception pour décrire la dynamique d'un module en particulier ou même d'un objet. Dans ce cas, les événements qui étiqueteront les transitions seront les appels d'opération sur l'objet. On va donner un exemple d'un diagramme état-transition pour un objet. On considère une classe conteneur. Un conteneur stocke un ensemble de couples clés-valeurs dont les clés sont uniques et a une capacité fixée à l'initialisation. Sa taille est le nombre d'éléments qu'il contient, qui est toujours compris entre 0 et la capacité. On dispose d'un constructeur qui fixe la capacité et des opérations ajouter un couple, retirer une clé et vérifier si une clé est présente. La spécification de ces opérations est précisée dans le commentaire à gauche. Voilà un diagramme état-transition pour un objet de la classe conteneur. La transition initiale est étiquetée par l'appel du constructeur. Les autres transitions sont étiquetées par les appels de différentes opérations de la classe qui peuvent modifier l'état, qui sont ajoutés et retirés. On a identifié 3 états, vide, non vide et plein. Vide et plein sont clairement des états particuliers, et non vide rassemble tous les états intermédiaires, dont le nombre dépend de la capacité. On voit que retirer une clé d'un conteneur vide ne fait rien, et que ajouter une clé dans l'état vide mène toujours à l'état non vide. Ensuite, de l'état non vide, il y a plein de transitions possibles, selon que la clé qu'on cherche à ajouter ou à retirer est présente ou non, et selon la taille du conteneur. Retirer une clé présente mène à l'état vide, si c'était la dernière clé, mais fait rester dans l'état non vide dans le cas contraire. On voit qu'on peut déjà être très précis dans la description de la dynamique d'un système ou d'un objet avec les éléments des diagrammes état-transition qu'on a introduits jusqu'ici. Dans la prochaine vidéo, on verra qu'un état peut aussi contenir du comportement, qui sera lui-même décrit par un diagramme état-transition. On pourra ainsi hiérarchiser les états. On verra qu'on peut introduire de la concurrence au sein d'un état grâce aux régions orthogonales,
Et enfin, on verra qu'on peut ajouter des transitions internes à un état, ainsi que des actions à son entrée et à sa sortie, et une activité qui durera pendant tout l'état.